Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode de notre format crème de la crème. Avec ce format, on réunit dans un seul et même épisode des extraits d'épisodes que j'ai enregistrés et on le fait sur une thématique spécifique. Donc cette fois-ci, je vous propose un épisode sur les stratégies organiques d'acquisition pour l'e-commerce pour un peu changer de la publicité Facebook et Google. Et justement, à ce propos, vous savez comme moi que la publicité n'est pas le seul levier pour acquérir des nouveaux clients. Vous savez aussi que ça coûte cher et que chaque année, le coût de la publicité augmente. C'est pourquoi tout e-commerce qui cherche à avoir une croissance saine et pérenne devrait miser sur l'organique. Mais par où commencer? Où publier du contenu? À quelle fréquence? Comment produire un bon contenu? Et comment développer des bons partenariats? C'est là que je pense que mes invités du jour vont vous apporter des réponses. J'ai reçu des dizaines de marques sur le podcast et certaines génèrent une bonne partie de leur trafic via de l'organique. Ces marques ont des communautés importantes sur Instagram, TikTok ou encore leur newsletter. Je pense à Explora Project, je pense à NutriPure, à Merci Andy ou encore Mindology. Et je vous propose de commencer l'épisode avec Explora Project. Donc c'est une marque que j'ai reçue récemment, qui est la marque de Stan Gruot et qui est en fait une agence de voyage qui propose des voyages d'aventure planifiés, immersifs et respectueux de l'environnement. Donc dans l'extrait qui va suivre, Stan nous explique à quel point le secteur du tourisme et des agences de voyage est concurrentiel et donc très cher pour l'acquisition d'un nouveau client. Avec des voyages vendus plusieurs milliers d'euros, ils doivent absolument produire des vidéos inspirationnelles et immersives pour donner envie. Mais envoyer une équipe de tournage coûte une fortune et les influenceurs à 1000 ou 2000 euros ne sont pas rentables. Alors comment créer des vidéos organiques qui transforment l'émotion et la magie d'un voyage unique tout en restant rentable? Eh bien, dans l'extrait qui va suivre, vous allez découvrir comment Explora Project a trouvé des solutions créatives et accessibles, c'est-à-dire offrir des voyages à leurs employés en échange de contenu ou de récompenser leurs clients pour produire des UGC authentiques et puissants. C'est une stratégie plutôt smart pour créer des contenus organiques à fort impact sans exploser votre budget. C'est parti. Je voulais revenir avec toi sur le sujet social media. Donc tu parlais beaucoup de réassurance à ce niveau-là. Pareil, donc sur les comptes réseaux sociaux, comment vous les avez développés à ce niveau-là? Donc tu as créé du contenu, mais il n'y a pas que du contenu que toi tu as créé. J'ai encore été voir tout à l'heure, il y a du contenu qui sort d'un peu partout, du contenu, je pense, UGC avec des créateurs. Oui. Tu peux nous expliquer un peu comment vous créez votre contenu et à quoi ça ressemble aujourd'hui? Votre stratégie en elle-même. Ça n'a pas été si facile que ça. Ça a même été assez compliqué parce qu'on est dans un secteur où l'image du coup vidéo est hyper importante parce que on vend une expérience, les gens ont envie de voir le lieu où ils vont aller, ils ont besoin de voir plein de détails du voyage. Un voyage en plus c'est vraiment à la fois un hébergement, à la fois ce qu'on mange, à la fois les autres personnes, à la fois les activités. Donc il y a en plus d'une vidéo, on peut pas juste montrer le lieu comme un Airbnb, on peut pas juste montrer l'activité comme si je faisais une activité à la journée. On a besoin de montrer beaucoup de facettes. Donc c'est de la vidéo, mais en plus c'est de la vidéo avec une attente d'en voir, de voir beaucoup de coutures de l'expérience pour être rassuré. Donc c'est ou inspiré. Donc c'est vraiment technique. On a commencé avec une stratégie de dire ok, on peut avoir du contenu de 3 manières différentes. Soit on fait venir une boîte de prod avec nous sur le voyage. Ok, 5000 balles à chaque fois, quoi. Donc ça, impossible. Même si on se disait qu'on allait amortir ces coûts-là sur des années, etc. La certitude qu'un voyage en question va te rapporter de l'argent pendant des années est faible. Il y a un énorme turnover dans les catalogues. Ça peut être la mode d'un truc, tu vois, d'un voyage, d'une destination à un moment, mais t'es pas sûr que tu vas garder ce voyage-là avec cet hébergement, ce prestataire, ces activités exactement identiques. Bien sûr. Te dire, ce film, je le garde avec moi, je le rentabilise pendant des années. Donc cette stratégie-là, complexe, d'en imaginer un retour sur investissement évident et encore plus complexe de le scaler et de l'avoir comme modèle de créa de contenu. Donc après, le deuxième étape potentielle, ce serait de se déplacer moi ou des gens de la boîte, des salariés. On peut dire on compense un peu parce qu'on leur fait vivre l'expérience et du coup c'est aussi un engagement, c'est peut-être un avantage en nature et peut-être que ça nous permettrait d'avoir des salaires plus bas, etc. Il y a ça aussi pour que les gens de la boîte connaissent les voyages, les vivent, etc. C'est des voyages gratuits pour les salariés. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Mais ça fonctionne toujours. Quand on est chez Explora, on a un budget de 2500 € de voyage par an. Par personne. Ouais. Okay. Donc, ça leur permet quand même de voir du pays et de
Ça fait environ 15 jours, quoi. Ok, 2-3 voyages, quoi. Une semaine type, c'est 1000-1500. Donc, ça leur permet de soit partir 2 fois en Europe, soit faire 5-6-7 week-ends, quoi. Ok. 2-3 jours. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est un des leviers. Mais effectivement, il n'est pas permanent. Tu vois, on est 20-25 dans la boîte. Il y a un gars qui part tous les 3 semaines, grosso modo. D'accord. Une personne. Donc, toutes les 3 semaines. Donc oui, c'est ça, le deal, c'est ce que Matin tombe, c'est que la personne qui part en voyage doit faire du contenu. Elle fait un peu de contenu, c'est pas, tu vois, genre, et c'est aussi assez inégal. Il y en a qui adorent ça, qui en font du bon, il y en a qui aiment moins ça. Donc, il y a, voilà, c'est une manière d'avoir du contenu, mais pareil, c'est pas un levier, ce sont pas des créateurs de contenu professionnels non plus. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est toujours un retour d'expérience, un espèce de vlog. Salut, je t'emmène avec moi dans les Dolomites, jour 1, machin. Et puis nous, après, on remonte tous les trucs pour en faire effectivement une histoire sympa. Et donc ça, finalement, ça va te faire, peut-être une vingtaine de contenus dans l'année, tu vois. Ok, d'accord. Ok, j'aurais pris plus sur le coup vu que oui, ça t'avais un salarié. Ouais, ils partent peut-être 20-25 contenus, mais en tout cas, si t'en as un contenu tous les 15 jours, c'est pas mal, mais ça suffit pas non plus à te faire ton maillage de créer de contenu. Troisième étape, ça va être effectivement des influenceurs, des créateurs de contenu qui du coup ferait la même chose mais de manière rémunérée ou offerte. On l'a très 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 peu fait en fait. On l'a plus fait au début et on en est revenu et moi j'y crois pas. Ok. J'y crois pas du tout. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est sur des paniers qui sont trop élevés pour se dire que j'offre un voyage versus du contenu. Le contenu ne vaut pas le prix d'un voyage. En fait c'est pas possible. Ouais, je comprends. Je prends souvent cet exemple-là et c'est pas pour critiquer, je veux dire, c'est une chance d'avoir ce panier moyen-là pour l'acquisition, mais quand tu as des déos comme Justine de Respire, elle me dit, je le vois, j'envoie des déos à la planète entière et du coup, ils parlent de mon déo. Effectivement, quand tu as un déo qui te coûte 3 €, tu prends pas le même risque à inonder la planète entière de déodorants et tous les influenceurs de ton carnet d'adresses pour qu'ils en parlent, parce que même s'ils en parlent pas, t'as pas perdu grand chose. Et puis s'ils en parlent, 3 € la story, c'est quand même un bon coup. Le truc, c'est que nous, quand t'as un voyage à un panier à plus de 1000 balles, tu prends le risque de te dire je mets 1000 balles sur cette personne, et je pense qu'il y a quasiment aucune marque qui envoie même à Caroline Receveur 1000 balles de produits, quoi. C'est vrai. Tu vois, en gros, pour moi, la stratégie influenceur, on l'a un peu fait et les retours sur investissement, ils sont très très complexes, quoi. C'est ça. Ils sont très complexes parce qu'il faut qu'on l'a fait avec Major Mouvement, avec Justine Hutto, qui sont des amis maintenant, mais et ça fonctionne peut-être avec eux, mais en vrai, dans l'absolu. L'influenceur voyage qui te contacte et qui te dit salut, est-ce que je peux partir, ça marche rarement, c'est des paniers trop élevés. Il va inspirer sa communauté, mais de là à ce que sa communauté qui connaisse pas la marque soit réassurée par cette personne qui n'en parle pas comme il y a trop de facettes finalement dans le voyage pour rassurer sur l'achat. C'est un modèle qui est complexe. En plus du voyage, t'es jamais sûr que le départ va se faire parce que ça dépend des conditions météo, ça dépend aussi parfois du remplissage du groupe, mais surtout des conditions météo, donc t'es jamais sûr que tout va se faire comme ça devait se faire, ce qui fait que tu viens mettre de la complexité de calendrier chez des gens qui ont déjà des calendriers complexes et qui peuvent partir déjà peut-être à ce moment-là, mais qui ne pourraient pas partir si le truc était décalé de 48 heures. Et donc finalement ça rend le truc assez complexe. Donc, je parle pas de tous les coûts cachés qu'il y a avec les transports qui peuvent varier, leur calendrier peut bouger, il faut ajuster les trucs. Sport aérien et ferroviaire, c'est pas les leviers les plus flexibles. Tu ajoutes du matériel technique que la personne n'a pas du tout, parce que voilà. Donc complexe. Et donc on arrive sur le 4e possibilité de créer du contenu, c'est l'UGC, effectivement, les participants.
Et là, c'est une quête permanente, continue et qu'on a toujours aujourd'hui. C'est comment tu remontes du contenu de ces gens-là qui ne sont pas des pros, qui n'ont pas forcément envie de se mettre en scène. Voilà, quel levier, comment, quel reward, voilà. Quel reward, c'est ça. Bon, je suppose de la fidélité, un point fidélité ou un truc comme ça. Mais bon, au début, tu vas pas te faire des points fidélité à la booking quand tu lances ta boîte, tu vois. C'est pas le. Oui, c'est pas évident. C'est complexe, donc finalement. Donc voilà, donc ça, je détaille pas plus parce que c'est en cours, il y a plein de leviers, mais c'est pas facile. D'accord, ok. Et puis après, il y a pas de contenu ou du contenu de banque d'images et de banque de données pour faire comme si t'étais parti, etc. Et ça, c'est méga casse-gueule, méga glissant. Ça peut fonctionner pour des photos parfois quand t'as pas la belle photo, mais que t'y es allé, mais que tu vois les photos que t'as en banque d'images d'un lieu. D'un massif sont plus quali que les tiennes, tu vois. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais après, assez vite, quand tu vas rentrer dans l'expérience, tu vas pas trouver une photo en banque d'images de cet hébergement en question ou de cette activité à cet endroit-là. Donc, assez complexe. Ouais. Donc, tu vois, ça donne finalement notre contenu, il est créé en mix d'un peu tout ça. Il y a aucun levier unitaire qui fonctionne beaucoup mieux qu'un autre. Ça reste un mix permanent de ces 5 leviers potentiels de créa de contenu. D'accord, je comprends. Non, c'est vrai que à t'écouter, c'est vrai que la création de contenu est pas si scalable que ça. Parce que c'est pas simple de créer des contenus, il faut être bon. T'as pas non plus 150 employés, donc tu peux pas avoir plusieurs contenus par an par employé, ce qui ferait des centaines de contenus à la fin de l'année. Attends, tu vois, c'est aussi ça aurait été aussi c'est aussi un budget. Donc c'est pas, c'est aussi pas ce qui est là parce que aujourd'hui, on le fait, on est une petite équipe et on a besoin que chacun soit méga engagé. Et si on était 200, peut-être qu'on n'aurait pas besoin du même niveau d'engagement unitaire et peut-être que on le ferait qu'avec une proportion de salariés plus fine. Donc tu vois, je suis même pas sûr qu'avec 200 salariés, on ferait partir 200 personnes. Non, je sais. Les coûts sont toujours plus importants, plus t'as de salariés, c'est comme ça. Donc nous, quand on organise des team building, on voit que c'est pas la même chose d'organiser un team building avec 13 personnes qu'avec 5. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et les guides, tout ce qui est guide, ça marche pas, ça, parce qu'en fait, c'est pas les voyageurs eux-mêmes. Donc si ça pourrait marcher parce qu'ils sont dans l'expérience, ils savent quoi filmer, ils connaissent a priori la temporalité des événements qui vont arriver, tu vois. Et ils savent qu'il va se passer ça, qu'ils vont dormir là, donc ce serait les bonnes personnes pour être le producteur du contenu parce qu'il connaît le fil. Par contre, c'est des mauvais preneurs de contenu. Ouais, c'est vrai, d'accord, je comprends. C'est pas leur truc. C'est pas leur truc. C'est pas leur truc. C'est pas pour partie leur génération. Et pour les accompagnateurs et les guides plus jeunes, on en a qui ont la trentaine évidemment. Ils sont pas fans, quoi. En gros, il faut quand même avoir en tête que les réseaux sociaux, ça reste quand même assez urbain, quoi. Oui. En fait, c'est quand même être connecté, les écrans, c'est un truc de la ville, quoi. À la campagne, on est moins connecté. On en a moins. Malheureusement, heureusement, on a été moins picousé au truc, quoi. Donc, c'est pas un réflexe, une culture absolue, quoi. Donc, la création de contenu, les réseaux. Ça pénètre difficilement dans le monde des professionnels de l'outdoor. Ok, je comprends. Ok, donc ça fait que c'est quand même une certaine complexité, on va dire, à créer du contenu. Après, vous le faites et ça a l'air de marcher. Peut-être donc, si je comprends bien, principalement le contenu que vous faites, ça va être du contenu qui montre une exploration, qui montre un voyage, ou est-ce que vous avez d'autres contenus? Parce que là, tu as parlé beaucoup de réassurance. Est-ce que tu as une stratégie derrière? Il y a différentes strates de contenu. On les découvre en se baladant sur le feed, mais il n'y a pas de grand secret. Mais ça va être du contenu, effectivement, du retour d'expérience de nos voyageurs. Ouais. Ça va être des tutos pour apprendre des choses sur un secteur, une discipline, un tuto comment faire des nœuds en escalade, comment s'assurer en escalade, comment
bien choisir, j'en sais rien moi, son aile de kite, comment la différence entre des skis de randonnée, des skis nordiques, des skis alpins, des skis de fond, ça va être, tu vois, c'est en gros pour comprendre, pour mieux comprendre une discipline et pouvoir mieux choisir une aventure qui te correspond. Donc ça, c'est des tutos que nous on tourne en interne. Il va y avoir des contenus inspi autour des conséquences d'un point de vue carbone des voyages qu'on fait, donc pour apprendre des choses à notre communauté. Est-ce que des sortes de le savais-tu, quoi, savais-tu que la consommation de tel ou tel voyage, l'impact de telle ou telle destination environnementale, ouais, etc. Donc donner des éléments plus instructifs, et il va y avoir après des contenus on va dire behind the scene, de qui on est, ce qu'on fait, nos valeurs, comment on les incarne, nos moments en équipe, etc. pour que les gens puissent aussi créer une réassurance, une connaissance vis-à-vis de la marque, quoi. Ouais, je comprends. Ok, donc tu as vraiment les 3 types de contenus, on va dire tofu, ça va être tout ce qui va être, tu vas parler d'environnement, tu vas montrer des expériences de voyage un peu uniques. Middle of the funnel, ça va être, comme tu l'as dit, des contenus éducatifs sur la randonnée, sur, bon, j'ai oublié ce que tu avais dit exactement, des tutos, pardon. Et bas de tunnel, ça va vraiment être des contenus où vous allez reparler de vos valeurs, donner des témoignages de clients qui ont réellement fait une aventure et ce qu'ils en ont retiré. Donc si je comprends bien, c'est comme ça que vous fonctionnez en termes de stratégie. Effectivement, ouais. Pour la suite de l'épisode, je propose un extrait de ma conversation avec Florent Cario, qui est le cofondateur de NutriPure, probablement l'une des marques les plus en croissance dans le secteur des compléments alimentaires. NutriPure, c'est l'exemple parfait d'une marque qui a su allier stratégie d'ambassadeur et image de marque forte. Et dans cet extrait, on va parler de leur approche hyper sélective avec plus de 50 ambassadeurs comme des coachs sportifs ou naturopathes. Ils misent sur des recommandations authentiques et régulières plutôt que sur des promotions ponctuelles. Une stratégie qui renforce leur crédibilité et leur branding tout au long de l'année. On revient aussi sur leur cofondateur Christophe Cario, qui est ancien sportif de haut niveau et dont l'image a beaucoup porté la marque à ses débuts. Sauf qu'aujourd'hui, NutriPure cherche à se détacher progressivement de son image pour rendre la marque plus indépendante. Et avec Florent, j'évoque également leurs canaux d'acquisition comme le SEO et le blog qui leur permettent de générer un trafic constant et qualifié. On a donc une stratégie à 360 degrés qui inspire et qui fonctionne. Je vous laisse découvrir tout ça dans la suite de l'épisode. Mais c'est vrai que ça, je voulais en parler avec toi après parce que je trouve qu'en effet, au niveau ambassadeur, vous savez beaucoup de gens, quoi. Vous avez des créateurs, donc des personnes qui font du sport mais qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau, et des sportifs de haut niveau qui parlent de vous sur les réseaux et qu'on ensuite relaie sur Instagram, dans les publicités. Donc ça, je trouve que c'est une grosse marque de confiance. Et pareil, si on va sur les pages produits de NutriPure, on voit qu'il y a pas mal de produits dans lesquels on a un témoignage d'un athlète qui les a utilisés pour sa préparation. Et nous, on a une relation avec chaque personne avec lesquelles on travaille. Et on essaye de leur faire toucher du doigt notre ADN. Ouais. Il y a aussi des personnes qu'on refuse parce qu'on pense qu'elles ne sont pas là pour être dans la relation qu'on cherche. Et effectivement, les relations, on veut qu'elles soient dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, l'influence, il y a beaucoup de court terme. On voit des personnes qui sont un jour avec une marque, le lendemain ou 3 jours plus tard, elles mettent en avant une autre marque. Et pour nous... finalement, on peut pas inscrire la marque avec dans du court terme. La santé, c'est du long terme. Ouais. Donc, la relation qu'on a avec les gens, elle se voit sur du long terme parce que les bénéfices de NutriPure, ils se voient sur du long terme. Alors moi, j'avais posé une question subsidiaire par rapport aux ambassadeurs. Vous avez combien d'ambassadeurs aujourd'hui, plus ou moins ? Alors, si ambassadeur, on parle de sportifs. Sportifs, on va dire, qui vous bossez. Ouais. Alors, les sportifs, aujourd'hui, on a une vingtaine d'athlètes qui préparent les JO. Ok. Donc, c'est 20 athlètes qu'on aide au moins jusqu'à Paris 2024. Ouais. Après, on verra comment on conduit. Il y en a qui arrêteront, il y en a qui continueront pour les prochaines Olympiades. Okay. Et ensuite, on a des créateurs de contenu. Oui. Donc, on peut appeler des influenceurs avec lesquels on travaille également. C'est généralement des coachs ou des naturopathes. Okay. Et donc, c'est pareil, c'est des personnes qui sont convaincues par ce qu'on propose. Je pense qu'on en a un peu plus d'une cinquantaine. D'accord, ça fait quand même beaucoup. 50, ils ont chacun une communauté avec 50 000 abonnés ou 100 000 ou je sais pas. Ça fait beaucoup. À la fois, ça fait plus de 5 ans qu'on existe. Donc finalement, rapporter autant d'existence de NutriPure, c'est cohérent. C'est cohérent, on prend une dizaine par an. Vous prenez pas non plus n'importe qui. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas dans le témoignage que tu me donnes, c'est que au départ, les premiers ambassadeurs, c'était des personnes qui étaient coachées par Christophe au départ et qui ont suivi sa méthode, en gros. C'est des personnes qui étaient coachées par des coachs qui utilisaient la méthode de Christophe. Des personnes coachées par des... Ok, j'ai compris.
Tu vois. Et donc en fait, c'est cette méthode que Christophe a, c'est une méthode qui est assez, de haut niveau. Donc c'est pas une méthode qui est très accessible. Il y a beaucoup de méthodes d'entraînement qui sont disponibles sur Internet. Christophe, c'est une méthode un peu avancée. Donc c'est souvent des coachs qui utilisent cette méthode, qui se l'approprient et qui la retranscrivent auprès de leurs élèves. Et donc effectivement, c'est ces coachs-là qui coachaient donc des athlètes qui nous ont contactés. Si vous avez un gros réseau d'influenceurs ambassadeurs, qui fait ça chez vous? Qui s'occupe des relations? Comment vous les trouvez? Comment vous développez des partenariats? Ça m'intéresse de comprendre parce que y a des marques qui veulent apprendre à le faire, mais qui le font peut-être pas bien. Peut-être que toi, tu as des bonnes pratiques à partager vu de ton expérience et de ce que vous faites en interne. Ouais. Voilà. Je pense que ce qui nous a caractérisé au début, c'était le fait qu'on ait travaillé avec d'abord exclusivement des sportifs. Donc ça nous a permis de nous crédibiliser et finalement d'avoir des personnes qui soient des références dans leur sport. Donc ça, c'était le premier point. Et petit à petit, on en a eu de plus en plus. Et les influenceurs, aujourd'hui, ce qu'on appelle les influenceurs, pour nous, c'est des coachs ou des naturopathes qui ont également des communautés et qui vont faire de la prescription. Donc, ils sont des personnes qui savent de quoi elles parlent. Donc ça, c'est très important. Et derrière, ça se fait soit parce qu'on nous contacte, soit parce que on a une personne avec laquelle on travaille déjà qui nous dit tiens, j'ai un ami qui a un compte Instagram et qui aime bien vos produits. D'accord. Donc est-ce que vous voulez faire quelque chose avec lui? Voilà. Et puis après, c'est de la relation humaine au fur et à mesure. S'assurer que que nos partenaires utilisent correctement notre gamme pour qu'ils soient d'ailleurs derrière capables d'en parler correctement. Oui, bien sûr, c'est important. Mais justement, est-ce qu'il y a un travail d'éducation là-dessus, comment les prendre, à quel moment, il y a un onboarding. En fait, déjà quand tu démarres avec un partenaire avec quelqu'un, il faut lui expliquer qui on est, comment est-ce qu'on a fabriqué, expliquer le parcours de Christophe. Et pourquoi est-ce qu'on en est là? Et donc après, ce qu'on peut faire ensemble, c'est quoi? C'est un travail dans la durée de pédagogie et après qu'on va aider cette personne à utiliser les compléments pour régler souvent des problématiques cette personne a. D'accord. Généralement, tu es intéressé par les compléments alimentaires parce que tu as un besoin. Créer un partenariat avec quelqu'un qui n'a pas besoin de ta marque, ça va pas marcher. Non, c'est un peu bête. Mais justement, ça, c'est quelqu'un chez vous qui s'occupe de tout ça? Ouais. Ok, d'accord. Toi, tu l'as fait aussi au départ ou... Moi, je l'ai fait au début parce que j'étais seul. Donc, c'était... Au début, tu as tout fait en fait. Tu as fait l'influence, tu as fait les blogs, tu as fait les Facebook Ads, tu as fait la gestion des stocks. Alors, les articles dont j'ai parlé au début, c'est Christophe qui les a rédigés. Parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait expliquer cette démarche. Par contre, effectivement, la gestion des stocks, la coordination sur la création du site, la communication au début sur les réseaux. Ah, c'est toi qui le faisais aussi? Ouais, c'est moi qui le faisais. Donc, j'avais pris une agence pour m'aider à fabriquer, faire des jolis visuels, faire des photos. Donc, je faisais cette coordination. Moi, j'ai un profil ingé, donc en termes de communication, c'était pas mon métier de référence, on va dire. Et puis petit à petit, en fait, on a eu donc début 2018, on a démarré. Fin 2019, il y a Pauline qui est arrivée, donc c'était notre première salariée. Ah d'accord, ok. Et toujours là? Bien sûr, elle est toujours là. Ok, d'accord, je la connais pas. Et elle est sur la partie donc qualité, R&D. Au début, elle s'occupait également de tout ce qui est approvisionnement. Non, pas la com. D'accord, non, ça c'est rigolo parce que je l'ai engagé sur finalement là où moi j'avais le plus de facilité, donc sur le côté ingé, c'est-à-dire gérer les stocks, les approvisionnements, tu vois, la qualité des produits, tout ça. Je l'ai embauché sur cette partie-là parce que effectivement, ça me permettait de déléguer et de voir assez vite si on allait dans la bonne direction, et moi me consacrer plutôt sur le développement. De développement, donc on va dire marketing, commercial. Donc apprendre sur des choses que je connaissais pas. Ouais, d'accord. Il y avait un autre truc qui était important, c'était la marque a été longtemps personnifiée par Christophe. Tu l'as dit beaucoup au début, c'était un des facteurs clés de réussite du lancement. Aujourd'hui, je trouve que NutriPure et Christophe sont assez séparés. Christophe, on le voit de moins en moins dans vos communications. Oui, il y a des photos de lui, il y a quelques moments vidéo où il va parler des produits. Je sais qu'il est aussi présent sur le site, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, vous êtes un peu éloigné en quelque sorte de cette personnification de la marque. Comment vous avez opéré cette transition? Et surtout toi, est-ce que tu as eu une volonté de plus te montrer chez NutriPure? Alors, déjà sur l'aspect opérationnel, Christophe, il n'est pas dans les locaux. Il habite à Montpellier. Nous, on est à Toulouse. Donc, au quotidien dans l'entreprise, il n'intervient pas. D'accord. Christophe, il nous aide sur les développements des nouvelles références, sur comprendre les tendances ou comprendre les effets
d'un ingrédient sur le corps. Donc ça c'est un point important et ça se fait finalement plus dans une notion de recherche ou de marketing, tu vois. D'accord, ouais. Mais il n'a pas de rôle opérationnel. Donc ça c'est le premier point. Donc ensuite évidemment quand on a besoin de créer du contenu sur le lancement d'une référence, on peut le préparer, on a besoin de Christophe, mais quand il s'agit d'expliquer des points en particulier, c'est moi qui prends le relais. Je suis le petit frère, mais j'ai pas de volonté moi particulière de me mettre en avant. Que lui, non, pas du tout. J'ai toujours vécu finalement avec Christophe en tant que sportif, en tant que champion du monde. Donc moi, à titre personnel, ça me gêne pas du tout que mon frère ait la lumière et pas moi. Ouais. Et lui justement, est-ce qu'il a une volonté justement de s'éloigner un peu, d'être moins présent? Je pense que pour NutriPure la marque, c'est pas une bonne chose qu'elle soit seulement représenté par une seule personne. C'est là où je veux en venir, je pense que Christophe, il est toujours là. Il a inculqué dans la marque son propre référentiel. Maintenant, ce référentiel, on essaye de le développer en trouvant également d'autres sportifs qui sont tout aussi méritants sur différents sports. Je parlais tout à l'heure de l'endurance. Et tant qu'on arrive à conserver nos valeurs, finalement, qu'on les a chez NutriPure, on peut développer d'autres verticales dans différents sports avec des sportifs tout aussi méritants, mais qui ne sont pas nécessairement Christophe. Christophe, c'est notre caution, mais on peut aussi développer la marque tout en ayant finalement Christophe qui veille sur nous, mais le développer avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Bon, mais du coup, au départ, donc vos canaux d'acquisition, si j'ai bien compris, c'était les réseaux sociaux, la communauté de Christophe. On va un peu de Facebook parce que là vous êtes très bon là-dedans. Est-ce qu'il y avait d'autres canaux là dont j'ai pas pensé? Peut-être il y en a un dont je te parlais, c'est le blog. J'ai l'impression que le blog aussi vous avez bien géré ça au début, donc le SEO. Est-ce que ça fait partie de vos canaux d'acquisition peut-être la première année? Alors le blog ça a été un canal d'acquisition, pas forcément dans une optique SEO au début. Je t'explique la subtilité que je vois, c'est-à-dire que au début on a eu besoin d'expliquer notre approche sur la gestion des problématiques articulaires ou sur l'utilisation de la protéine ou par exemple sur le meilleur petit déjeuner dans lequel on parlait de farine de patate douce. Et donc ces articles-là, ça a été des blogs fondateurs pour nous, pour les différentes personas à qui on s'adresse. Donc expliquer notre approche, pourquoi les compléments vont être utiles. C'est des blogs qui sont très longs, qu'on a depuis décliné en version audio pour qu'ils soient un peu plus digestes. Mais c'est pas des articles qui ont été rédigés dans une optique de SEO. Voilà. C'est des articles vraiment pour éduquer, on va dire. Exactement. Faire de la pédagogie, expliquer notre démarche. Et après, effectivement, on a rédigé des articles qui sont dans une optique de référencement, qui sont parfois satellites aux articles initiaux. Par exemple la protéine, il y a différentes requêtes sur lesquelles on peut travailler pour se référencer. On continue de rédiger des articles toutes les semaines. Vous avez des nouveaux articles on a un article par semaine. Je pense que ça plaît à notre lectorat. Moi j'en ai déjà lu quelques-uns, ils sont très, très complets. Comme tu dis, tu as une version audio aussi qui aide. Et si je ne me trompe pas, sur des mots-clés à fort potentiel, genre Audiola, vous êtes très bien placé avec à la fois les pages produits et les articles, donc c'est top. L'important c'est que le lecteur trouve une information qui l'intéresse et évidemment dans un deuxième temps il pourra se dire NutriPure c'est de quoi il parle, du coup si je veux acheter de la Rhodiola il y a des chances que je retourne chez NutriPure. Mais c'est clair, moi franchement moi qui m'intéresse au complément alimentaire, j'ai lu vos articles avant d'acheter évidemment le complément, parce que oui sur la page produit tu as des informations mais t'as pas tout le détail, quand le prendre, quels sont les vrais bénéfices et selon quand tu vas le prendre. Donc je trouvais ça intéressant à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça fait toujours partie de vos canaux d'acquisition. Tu peux le considérer comme un canal à part entière. Le blog. Tout à fait. Le blog, c'est un canal à part entière. Et le SEO, de manière générale, c'est un canal qui est important pour nous. C'est d'autant plus important qu'il est gratuit et aussi qui donne finalement une approche de long terme, c'est-à-dire que les mots-clés payants, on voit la concurrence, etc. C'est toujours plus cher. C'est toujours plus cher. Et c'est vrai que le consommateur, quand il arrive sur un article sur lequel il est tombé lui-même, il a une appréciation différente finalement de la page sur laquelle il tombe. Ouais, clairement. Et aujourd'hui, les canaux d'acquisition, c'est les principaux, tu peux aujourd'hui, le SEO, c'est un canal important. Donc, si je t'en cite les 3 premiers, il y a le SEO, la marque NutriPure, donc le branding, c'est-à-dire le direct, ou si tu veux la brand. Les gens qui tapent NutriPure sur Google, tu veux dire? Exactement. Ça, c'est un canal également qui est dans le top 3. Tout simplement, c'est le fruit de ce qu'on fait qui est bien, donc du bouche à oreille. C'est vrai que le bouche à oreille, ça a bien aidé au début. Ça a bien aidé au début, ça continue d'aider.
Bah, clairement. Donc, un client qui est content, il est susceptible de nous en apporter un autre. Par contre, un client qui est pas content, il peut nous en faire perdre 10. C'est clair aussi. Donc, faut que les clients soient contents. Attention. Ça, on l'a dans nos gènes depuis le début. Parce qu'on est proche de notre communauté. Et par contre, l'influence, tu l'as pas forcément citée. Est-ce que tu considères qu'elle est encore un peu en dessous d'être... Non, je pense que l'influence, aujourd'hui, pour nous, c'est du branding. C'est-à-dire qu'on n'est pas immédiatement dans une logique de retour sur investissement, mais on essaye de faire connaître la marque au travers d'influenceurs ou de sportifs qui, pour nous, sont des personnes qui sont crédibles dans leur métier. Et donc, à partir de là, on pense que par ricochet, l'auditoire de ces personnes va venir sur notre site. Bien sûr, oui, j'allais dire, c'est que vous, c'est pas l'influence du type tu mets une story avec un code promo et puis après c'est tout. C'est pas vraiment ça. Non, on n'a pas de code promo chez NutriPure. Pas de code promo chez les influenceurs. Il n'y a pas de code promo. Les sportifs n'ont pas de code promo et on a par contre un programme de parrainage. Oui, ça on va en parler, Ouais, on peut en parler. Le parrainage, pour faire simple, c'est en tant que client particulier, évidemment, tu peux parrainer ton voisin. Et en tant que sportif, donc ambassadeur NutriPure, tu es utilisateur des compléments NutriPure, tu en es toi-même convaincu. Et donc, de la même manière, tu parraines finalement ton audience chez NutriPure. Bien sûr, et c'est les 10% que le sportif gagne et la personne aussi a 10% de réduction. Moi, je l'avais vu comme une stratégie de... Enfin, pour moi, ce que j'aime bien avec le parrainage, c'est que ça fait à la fois la rétention et l'acquisition, quoi. Pour moi, je trouve ça intéressant de recommander d'autres personnes. Mais c'est une approche qui est saine. D'avoir 10%, ouais, c'est saine et je trouve que tout le monde est gagnant. C'est du win-win. Enfin, moi, je le vois comme ça en tout cas. C'est une approche qui est saine parce que le parrain, finalement, son intérêt à lui, c'est de parler des marques qui lui plaisent. Et qu'est-ce qu'il gagne chez NutriPure? Il gagne finalement un montant qu'il pourra utiliser sur sa prochaine commande. C'est ça que je trouve intéressant. S'il n'est pas intéressé par NutriPure, plus intéressé, il va pas parrainer. Bah oui, c'est ça. Donc c'est assez vertueux. C'est ça que je te dis, c'est vraiment vertueux pour tout le monde. On continue l'épisode avec Louis Marty, qui est le cofondateur de Merci Handy, qui est une marque fun et colorée qui vend de la cosmétique et qui casse les codes avec une stratégie de contenu tout aussi inspirante. Dans l'extrait qui va suivre, Louis nous partage des conseils précieux pour rendre vos vidéos virales sur TikTok en s'appuyant sur une stratégie mêlant organique et paid pour un maximum d'impact. On parle également de leur méthode pour trouver les bons influenceurs sur TikTok, interviewer leurs clients et même récolter des UGC gratuitement pour leur campagne Social Ads. Et ce n'est pas tout, Louis nous dévoile également les coulisses de leur média Rainbow Studio, qui est un projet qui ne vend rien, mais qui engage profondément leur communauté, et sans oublier leur stratégie de contenu sur Instagram avec des formats comme les concours et les réels. Donc préparez-vous à découvrir une stratégie de branding globale, unique et ultra efficace. Je vous laisse écouter la suite. Écoute, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je voulais voir avec toi, tu sais, vos différents canaux d'acquisition entre l'organique et le payant. T'as pas beaucoup parlé de ça au départ, mais quels ont été vos canaux d'acquisition ces dernières années pour développer la marque? Encore une fois, à la fois en organique et en payant. Écoute, ça a été organique, ça a été évidemment la création de contenu, de blagues sur Facebook à aujourd'hui un Rainbow Studio dont on va, je pense, un peu plus parler. En organique, on a fait beaucoup de choses. On a fait des coups de com énormes. On a envoyé un gel dans l'espace. On a fait des pop-up stores. On a fait des vidéos ultra virales quand on s'est lancé sur YouTube. On a, avec très très peu de moyens, donc c'est pour ça que je me permets de dire organique, parce que ça nous avait coûté 400 ou 500 € et on a fait des millions de vues. D'accord. Et est-ce que du coup, je suppose que tu suis chaque mois combien de vues vous faites de manière organique, le nombre de personnes que vous touchez? Ouais, aujourd'hui, sur l'ensemble de nos réseaux et hors email, c'est un peu plus de 10 millions d'impressions par mois. Okay. Ça varie évidemment en fonction des mois, mais c'est un peu la moyenne lissée depuis le début de l'année. Et ça varie en fonction des réseaux, mais évidemment, c'est beaucoup Instagram et beaucoup TikTok. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que les moyennes de vues par vidéo, avant, tu avais des vidéos qui tournaient à peu près toujours au même, tu vois, tu avais peut-être une vidéo qui se détachait. Aujourd'hui, c'est que du pic. Ça veut dire il y a des vidéos qui vont pas fonctionner et pas décoller. Il y en a d'autres qui vont exploser. Tu n'as plus une moyenne de 200 000 par vue. On est tout le temps, soit on fait 30, 40, 50 000 vues et paf, il y en a une qui va faire 2 millions. C'est ce que j'ai vu, ouais. C'est un peu là, par exemple, on a posté il y a 2 jours sur TikTok une vidéo, on a fait 2,7 millions de vues. Voilà. Et pourquoi celle-ci? C'est la magie des réseaux. C'est pourquoi c'est celle-ci qui a pris. Il y a de l'algo, mais il n'y a pas que de l'algo. Moi, je suis pas le gars qui va dire ouais, mais l'algo, nanana. Parce que pour moi, tout ça, c'est trop venteux et fumeux. On n'en sait rien. Il y a juste des mécaniques humaines et un peu psychologie sur la manière dont on monte les vidéos pour que
Oui. Les gens restent dessus, la partagent, la commentent, et puis est-ce qu'elle nous plaît à nous, cette vidéo? Déjà, si elle plaît à nous, elle a de grandes chances d'être plus virale que si elle nous plaît pas. Ok, ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que je vois sur TikTok où parfois vous avez des vidéos qui vont faire moins de 10 000 vues et d'autres qui vont faire beaucoup de vues. La vidéo dont tu parles, c'est une vidéo que tu as mise sur Rainbow Studio ou sur le Merci Andy? Je vois pas la vidéo à 2,7. J'ai des exemples sur les deux. On a fait une vidéo sur Merci Andy où on se moque de nous sur l'utilisation de notre gel douche, où on l'utilise mal. C'était cet été. Tu vois, avec beaucoup d'autodérision aussi, on a fait des super performances. J'ai l'impression que c'est là où vous êtes vraiment le plus démarqué, et je connais pas beaucoup de marques qui ont autant de succès que vous sur TikTok. Donc ce que j'allais d'abord dire pour commencer, c'est que vous êtes sur Instagram et TikTok. Il semble que vous soyez sur Instagram depuis plus longtemps, mais qu'aujourd'hui TikTok a pris le dessus en termes de followers, et je suis sûr et certain en termes de vues de vidéos. Est-ce que tu peux me dire un peu, ça a été quoi comment ça s'est passé quand vous êtes lancé sur TikTok, pourquoi vous l'avez fait, quand vous l'avez fait, pour qu'on puisse comprendre un peu ce lancement? Yes, été 2019, donc assez tôt par rapport à l'explosion de TikTok, et évidemment le Covid qui a rendu TikTok au grand public. Écoute, des perfs sur Facebook, des perfs sur Insta qui étaient très très bonnes. Je pense que le 1er janvier 2019, on était à 220 000 abonnés et on a fini à l'année à peut-être 400, donc on avait bien grandi. Ouais, en 2019. Sur Instagram en 2019. TikTok, on l'a testé. Comment ça s'est fait? Les perfs sur Facebook se dégradent, on n'arrive plus à faire rire. On sent que les formats commencent à être différents, que c'est beaucoup plus sur la vidéo et les vidéos carrées sur Facebook, c'était compliqué dans un feed au milieu d'événements, de textes, de plein de choses, de pubs, beaucoup de pubs et peut-être trop de pubs. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de regarder ce qui se faisait d'autre. On a invité des gens ici au bureau, nos consommateurs, on leur a demandé ce qu'ils faisaient. Il y en avait certaines, beaucoup de filles, qui étaient sur Musical.ly à l'époque, oui. Et qui dansaient beaucoup sur des musiques d'artistes. Ça, c'était avant que TikTok soit là. Et puis, Musical.ly, ça crash, ça switch, c'est racheté par TikTok. On comprend TikTok, on tape TikTok dans Google, on voit la méga mauvaise presse dans les articles de presse française sur le géant chinois qui va vous espionner. Voilà, toute la mauvaise presse qu'a eu TikTok au départ. Et puis petit à petit, donc on se lance. Moi, je suis un aventurier, c'est un pari. Je pense que j'ai rien à perdre. Je suis early adopter dans plein de choses dans ma vie. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas dans mon travail. Donc je teste, on se marre, c'est authentique, c'est fun. C'était beaucoup de positifs sur TikTok comparé à Facebook qui était devenu un peu un truc de troll, donc voilà, on s'est lancé. Au début, on reprenait beaucoup de mèmes. Ça veut dire, notre stratégie au départ, c'était vraiment toutes les vidéos qui performaient. Je me souviens, une de nos premières vidéos qui a peut-être fait dans les 1,5 millions de vues, c'était une chanson de Hello de Adele qui était reprise en chœur. Et voilà, il y avait un mec qui avait fait un petit bonbon Haribo qui chantait le départ, et puis après quand le chœur commence à chanter, en fait il avait mis dans son salon 10 000 Haribo tous debout, enfin les petits ours, et nous on a fait la même chose au bureau avec des gels, et elle a explosé, et voilà. Et trop intéressant. T'as pris une tendance. J'ai repris une tendance, c'est ça, mais c'est, si tu veux, les tendances de l'époque, elles étaient quand même différentes de les tendances d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus avec des objets, il y avait de la danse, il y en a toujours de la danse aujourd'hui, mais je trouve quand même que tu perds un petit peu ce fil des tendances, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu, donc les tendances se perdent un peu. Il y a un moment sur TikTok, tu scrollais 10 fois, tu avais 8 tendances, voilà, et ça on le perd un petit peu, parce que évidemment il y a beaucoup plus de créateurs, beaucoup plus de contenu, mais voilà. Et puis on a quitté Facebook en septembre 2019, plus de posts organiques sur Facebook. Je pense que depuis 2019, on a dû faire
3 posts Facebook à un moment pour tester, et encore, je sais même pas. Ça fait plus sens pour vous. Bon, ça, on va pas se dire pourquoi, les jeunes sont plus là. Ouais. Ils sont plus là, mais on a toujours 150 000 fans sur notre page, mais on s'en sert pas. On s'en sert juste dans notre stratégie d'acquise. Oui, ouais, je vois totalement. Donc, ce que tu dis là, c'est que finalement, tu as été très early adopter sur TikTok. Toi, tu as l'air de bien aimer justement te lancer dans un truc qui est nouveau, un peu comme tu l'as fait avec BeReal. Donc, c'est toi qui as eu l'impulsion dès le départ. Oui, clairement. Je pense que oui, c'est même pour BeReal. C'est pas que mes équipes ne sont pas curieuses ou qu'elles sont mauvaises, pas du tout. C'est qu'elles ont beaucoup de travail, elles se concentrent déjà sur les objectifs, et que quand tu vois un nouveau réseau social arriver, bah, tu te dis nouveau travail, nouveau challenge, donc plus de temps, plus d'énergie, et donc je vais avoir peut-être du mal et que c'était pas dans mes objectifs initiaux. Donc voilà. Okay. Et c'est moi qui ai initié. C'est moi qui ai initié TikTok, comme là, j'utilise BeReal pour Merci Andy. Ouais. Ok. Et donc au départ, finalement, vous n'avez pas trop de stratégie avec des micro-influenceurs qui intervenaient sur le compte. C'était plus vous-même qui allez détecter des tendances et après. Alors l'histoire de la micro-influence, elle est arrivée avec le Covid. Donc en 2019, on produisait tout nous-mêmes parce que on venait d'avoir des nouveaux bureaux dans lesquels on a un studio photo, on a plein d'accessoires, on achète plein de choses. Donc et puis le Covid arrive. Laura, à l'époque, qui était notre social media manager, et maman, on est tous chez nous. Comment on va faire des contenus fun, rigolos, en étant confinés, alors que l'usage n'a jamais été aussi fort et que le réseau social explose. Et c'est là où on se dit, et encore une fois, je pense qu'on a été un peu précurseur là-dessus, on va donner carte grise à une jeune. On voulait que ça soit une fille. En l'occurrence, ça a été Marie, notre première. Qui est sur TikTok. Elle avait une grosse chaîne YouTube, elle cherchait un stage. On s'est dit, let's go. On lui a donné carte grise. Ça veut dire que lui, on expliquait notre strat, comment en parler aux gens, et elle nous produisait beaucoup de contenu. Évidemment, on avait plein d'idées, on faisait beaucoup de choses aussi avec elle, mais ça a été top. On l'a fait avec 3 personnes différentes ensuite. Donc, ça a été une autre Marie et une fille qui s'appelait Lucie. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quel type de contenu qu'elle a fait ? Des contenus où elle testait les produits, ou elle testait les produits, elle racontait, elle faisait des blagues. Enfin, c'était vraiment son métier. Elle avait une chambre de jeune fille, alors que nous, on ne pouvait pas le faire. On lui livrait des accessoires chez elle. Elle commandait des choses un peu partout sur Internet pour pouvoir créer ses TikTok. Elle a fait sa vidéo de présentation qui était ultra fun, où elle se présente, elle dit qu'elle est stagiaire, elle commence à se faire un café en disant que... c'était très drôle, beaucoup d'humour, et en même temps très orienté produit aussi, parce que c'est aussi ça notre métier. Hyper content de ça. Les vidéos sont orientées produits principalement, c'est vrai, je l'ai regardé tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a d'autres choses. Il y a des sujets que vous abordez avec les influenceurs. Je ne sais pas si c'est du contenu que vous récupérez du média que vous avez créé, mais qui est reposté sur vos comptes sociaux. Exact. Avec Rainbow Studio, donc le compte média qu'on a créé, où on interviewe des créateurs sur des thématiques, on va dire, c'est un média vraiment de bienveillance et positif, où on va recueillir des témoignages de créateurs, beaucoup issus de TikTok, sur différentes thématiques. Ça peut être l'adolescence, les premières règles, un coming out. Et on a interviewé quelqu'un de transsexuel qui est venu et qui nous a expliqué comment ça s'est passé. Donc on vient prendre des thématiques d'actualité, clairement, et des thématiques sociales, on va dire, et sociétales. Et on vient apporter des témoignages dans un cadre qui est pas Merci Andy, mais qui est très arc-en-ciel. Donc c'est un média qui nous appartient, qu'on finance, on va dire. Mais oui, c'est ça. Les tournages se font où ? Les tournages se font chez vous, dans vos studios ? Okay. Au bureau. On a 6 tournages par semaine, avec des gens qui viennent issus de toute cette communauté. Il y a certains de nos clients aussi qui viennent. On invite certains de nos clients à parler, et les meilleures vidéos, on les cross-poste souvent sur Instagram. Ok, ouais, c'est exactement ce que j'ai vu, c'est que sur Instagram, vous en repostez quelques-unes, mais peut-être pas toutes, parce que vous... on reposte
1 à 2 par semaine, ça dépend un peu des performances, quand ça fait sens avec Merci Andy, quand ça fait sens avec notre communauté Instagram. D'accord, quand ça fait sens aussi, ouais. Ouais, complètement. Ah non, vraiment intéressant. Donc du coup, vous prenez à la fois des clients, des micro-influenceurs. Est-ce que c'est aussi des gros influenceurs qui vont peut-être avoir 1 million de followers? Ok. Ouais, on a Tristan, le plus gros TikToker français, qui est venu la semaine dernière. Il a 7 millions d'abonnés. Voilà. Voilà, ça c'est top. Ça attire beaucoup de monde dans le média. Et c'est une bonne stratégie, parce qu'aujourd'hui on dit qu'une marque, si elle veut, on va dire, réussir à développer une audience très engagée, en fait, elle doit créer son propre média et d'une manière ou d'une autre, montrer que elle a une mission qui dépasse le fait de juste vendre des produits à des gens. Donc là, dans ce cas-là, je peux pas te dire exactement. Tu parlais beaucoup d'humour, de rendre des produits ordinaires extraordinaires, et donc du coup d'ajouter du fun dans la vie des gens. Donc je pense que c'est en partie lié à ça. Donc après, je sais pas si t'as réfléchi à un truc précis sur Rainbow Studio. C'est quoi le vrai but du média? Non, c'est justement ce que j'allais en dire. En fait, on a une stratégie de ce média par étapes. La première étape, c'était d'être un média crédible, que les jeunes comprennent, qui soit beau visuellement et intéressant éditorialement. Voilà. Okay. Et avec un certain nombre d'abonnés, mais finalement les abonnés, c'est même pas trop ce qui m'intéresse, parce qu'on n'est pas un média payant, on est gratuit. Ouais. On n'est pas comme le monde qui vise des abonnés. Et voilà. Ce qui m'intéresse, c'est plus le nombre d'impressions par mois qu'on fait. C'est ça, c'est le nombre d'impressions. Et puis après le média ne porte pas vraiment le nom de Merci Andy, c'est pas Merci Andy Media, c'est Rainbow Studio. Mais justement, et du coup, la deuxième étape, qui sera l'année prochaine, c'est une autre stratégie qui arrive. Parce qu'on a réussi notre première étape, on s'est donné jusqu'à la fin de l'année, et on a une deuxième étape dans ce média, et on annoncera bien, on est encore en train de bosser dessus, mais on annoncera bientôt c'est quoi cette deuxième étape. Ça va encore changer, ça va encore évoluer, mais voilà, on pouvait pas... En fait, si on parlait de Merci Andy et qu'on montrait nos produits toutes les 2 vidéos, on n'aurait pas été crédible. Si on avait fait des partenariats avec Coca-Cola, on n'aurait pas été crédible. Voilà, donc on voulait quelque chose d'authentique, et donc on préfère le faire par étapes. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que là, tu veux ne rien faire payant dans le média, donc du coup, ça attire énormément de monde, parce que quand c'est gratuit et quand il n'y a pas de publicité, ben évidemment, on a envie de passer du temps à consommer le contenu en question, parce qu'on sait qu'on va pas recevoir un message publicitaire. Et d'ailleurs, c'est quand même un investissement, parce que le studio, il faut le financer, il faut... Bien sûr, c'est un investissement. On a une personne on a une monteuse vidéo full-time. Johan, ça lui prend beaucoup de temps, notre social media manager, à créer le relationnel avec les créateurs de contenu, préparer les formats, les questions, les interviews. Ça demande du temps. Je pense que c'est même la moitié de son temps. Donc, c'est ça. Après, on a envie d'aller beaucoup plus loin que juste des interviews aujourd'hui, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Bon, on est curieux de voir ça l'année prochaine, on va pas t'en demander plus. Par contre, petite question, c'est comment... C'est parce que je ne sais pas encore. Ah, tu sais pas encore? Ok. Si. Non, mais t'inquiète pas. Je vais pas te demander de dévoiler des secrets. Par contre, il y a un truc que tu as dit, c'est que tu invites des clients, et certaines marques, en fait, je pense, ont du mal, en fait, à nouer des relations avec leurs clients. Et donc, toi, comment tu fais ça? Comment tu les mets à l'aise, surtout pour commencer à parler sur ton média ou parler de tes produits? Ça m'intéresse de savoir. Ils nous contactent. Honnêtement, on va pas à la chasse aux clients. Ils nous contactent et on prend les gens motivés. Même s'ils ont qu'acheté une fois sur notre site, même si, tu vois, il y a des gens, ils ont acheté peut-être 30 fois sur notre site, mais ils n'ont pas envie de venir parler sur les réseaux sociaux, montrer leur visage et tout. Ils kiffent juste nos produits et c'est ok, tu vois. Il y en a d'autres, ils ont peut-être jamais acheté parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou ils ont peut-être acheté une fois un gel chez Sephora en promotion, et par contre ils sont fans de nous, et c'est ok aussi. On accepte tout le monde qui a envie de rejoindre notre grande famille, et il faut pas que tu aies dépensé X ou Y pour être là. Par contre, prendre des gens motivés qui comprennent la marque, qui aiment nos produits évidemment, et qui croient en nos valeurs, ça c'est primordial. Encore hier, tu vois, on avait au bureau une fille qui a commenté sur Biril, qui m'a dit ça fait 1 an que je veux venir vous voir, j'ai toujours venu, j'ai vu ça sur Biril, on a fixé un rendez-vous, elle a créé plein de contenu, elle s'appelle Vie de Gold sur TikTok, et c'est parce qu'elle est cliente Gold chez Sephora, et elle se met dans la peau d'une cliente Gold chez Sephora, et une vidéo sur 3 c'est Merci Andy, parce qu'elle nous adore, et c'était trop cool. On a pris un thé avec elle, elle m'a offert du thé même, c'était adorable, et voilà, et elle était motivée. Donc nous, tu vois, on va pas fermer la porte, on l'ouvre 200 fois.
Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est ça, vous êtes hyper open à discuter avec vos clients et il n'y a pas de critères particuliers et surtout, eux finissent par créer du contenu pour vous. Je ne sais pas si vous réutilisez ce contenu ensuite dans vos ads ou sur votre compte TikTok. Je ne sais pas quelle est votre politique par rapport à ça. Est-ce que vous récupérez le contenu? Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être? On l'utilise sur TikTok, pas forcément, mais un peu en ads. Parce que c'est méga authentique, qu'on n'a rien demandé, qu'il n'y a pas de brief et que ça marche bien. Donc on l'utilise en ads, surtout sur du retargeting. Trop bien, ouais. Tu vois, par exemple, si je prends l'exemple de nos patchs, on a reçu des super vidéos de avant-après, de super vidéos de personnes qui ont dit non seulement j'adore avoir des boutons maintenant, mais j'aime bien porter mes patchs aussi. Donc voilà, c'est un peu le truc cool d'avoir une communauté qui utilise les réseaux, c'est qui te crée du contenu et qui te l'offre souvent pour t'aider toi dans tes performances. Donc on trouve toujours une manière de les rewarder et de leur faire plaisir parce qu'ils ont pris le temps de faire des choses sur lesquelles on les a pas briefés, tu vois. C'est important de le dire. Ça, j'allais dire, donc voilà, vous les briefez même pas parce que eux le font de leur propre initiative. Et ça nous est arrivé sur des lancements produits spécifiques où on savait que au lancement et au démarrage, on voulait des avis sur notre site. D'accord, ouais, on met pas de faux avis sur Merci Andy, grande nouvelle. Donc ça nous est déjà arrivé avant le lancement d'un produit, d'envoyer des produits gratuitement à des acheteurs parce qu'on savait qu'ils étaient intéressés par ce produit-là et de leur dire avant de lancer, on aimerait avoir des avis sur le site. Est-ce que vous pouvez mettre un avis? Soyez le plus authentique possible sur le produit, pas la boîte, la livraison, la poste. C'est pas ça dont on parle. C'est vraiment mais souvent tes avis sont sur l'expérience. Oui, je vois parfois ça. Oui, livraison rapide. Et nous, les seules choses qu'on mandère, et c'est dans notre politique d'avis, c'est effectivement quand on se prend un étoile parce que le Colissimo était déchiré et que c'est sur une page produit de déodorant, on met pas cet avis-là. En tout cas, c'est dans notre politique de modération, c'est public, c'est affiché sur notre site. Par contre, si c'est une étoile parce que le déodorant, tu l'as pas aimé, il n'a pas été efficace ou il t'a brûlé le bras, ce qui nous arrive pas, évidemment, on le laisse. Tout à fait. Ok, mais en tout cas, c'est une belle pépite que tu nous as dit, c'est que vous utilisez le contenu UGC, le contenu de vos clients, parfois en publicité, je suppose, avec leur autorisation. Et ça, il y a des marques qui, je pense, aimeraient le faire, ne pensent pas à le faire, et qui, même parfois, sont prêtes à payer pour avoir ce type de contenu-là. Vous l'avez gratuit. Et c'est hyper intéressant de savoir que vous l'utilisez déjà dans vos publicités. Ok, écoute, j'ai encore pas mal de questions à te poser, mais je vois que le temps file. Je vais peut-être revenir rapidement sur TikTok et de comprendre aujourd'hui à quoi ressemble votre stratégie de contenu. Tu parlais au départ que vous avez commencé beaucoup par les tendances et que ça marchait, que vous faisiez des vidéos chez vous, dans vos bureaux, mais puis après qu'il y a eu le Covid, que vous avez commencé à internaliser la création de contenu avec, je comprends bien, des micro-influenceuses qui étaient en stage chez vous. Aujourd'hui, comment ça se passe maintenant qu'il n'y a plus le Covid et que vous avez une équipe plus structurée? Alors, on anticipe très très peu. Déjà, je pense que le principe de l'actualité, d'être dans le tempo du réseau, c'est hyper important. Et TikTok, c'est quand même un outil qui s'est construit sur des tendances et que même si c'est moins visible qu'avant, ça reste quand même le cœur ça reste le cœur du réacteur. Sur Instagram, on anticipe beaucoup plus parce que c'est beaucoup moins sur l'actualité, sur les tendances, sur comment faut monter les nouveaux filtres, les nouvelles musiques. Ouais. Donc voilà, on a une base sur Instagram, on a une base de contenu qu'on vient piocher et on vient construire notre calendrier. Sur TikTok, c'est différent. On est, je pense, à la semaine. Tous les lundis, on fait un weekly avec l'équipe. C'est un peu comme une rédaction qui va faire son comité éditorial, je crois que ça s'appelle comme ça, et qui va dire c'est quoi les sujets de la semaine. Il y a évidemment l'actualité de la veille, mais il y a peut-être des choses un peu plus de fond qu'on va couvrir, et nous on fonctionne pareil. On va se dire c'est quoi nos lancements, de quoi on va parler en CRM, est-ce qu'on fait un pont entre CRM et les réseaux sociaux, ouais. Et nos réseaux sociaux. On lance un calendrier de l'Avent. Quelle série de TikTok on peut faire autour de calendrier de l'Avent? Ah tiens, on a vu que insérer une fausse bouche en ce moment c'était la mode, ça marche vachement bien. Donc on a inséré une fausse bouche sur le calendrier de l'Avent. Un unboxing, un concours. Voilà, on construit et puis après on se laisse toujours. Et ça c'est le plus important. C'est pour ça que moi sur mes équipes sociales et créatives,
je veux pas qu'ils bossent de 9h à 19h ou 18h comme des acharnés. Il faut qu'ils aient dans leur journée du temps pour réfléchir et saisir des opportunités parce qu'ils ont checké leur téléphone, qu'ils ont ouvert TikTok et qu'ils ont vu que ce trend était en train de fonctionner. Si leur journée, elles sont chargées parce qu'ils doivent faire aussi du support client, ils doivent faire aussi envoyer tous les colis pour les influenceurs, en fait, il n'y a plus de créativité. Il n'y a plus de créativité, ils n'auront pas la bonne patience, non seulement pour créer, mais après pour produire. Quand tu as dit c'est qui sont les personnes qui sont impliquées? Tu parlais d'une personne? Nous, on a un studio, on a une directrice de création, une DA PAC et UX. Okay. On a une photographe, une vidéaste, notre social media manager et une stagiaire en social media. Et pourquoi on prend une stagiaire? Parce qu'on veut des jeunes, des très jeunes. Là, elle a 19 ans. D'accord. Et quel est son rôle dans l'organisation? Elle aide Johan à monter les contenus, à travailler sur les formats, à trouver les mèmes, les TikTok, à répondre aussi, à démarcher, parce que parfois on démarche certaines marques ou certaines micro-influenceurs pour Rainbow Studio, mais beaucoup à répondre aussi, parce qu'on a une on a une interaction à peu près toutes les 5 secondes sur nos réseaux sociaux. Ok, d'accord. Donc, sur Insta et TikTok, toutes les 5 secondes, il se passe un truc. C'est un like, c'est un message et tout. Donc, 5 secondes sur une journée, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses à modérer. Ouais. Okay. Et donc, tu as une équipe qui modère ça. Je crois qu'il y a 32 000 secondes, un peu plus dans une journée. Tu divises ça par 5, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et vous êtes hyper actif là-dessus au niveau des DM que vous recevez? En été, on a eu des bugs un peu sur notre inbox Instagram entre les générales et les principales et les autres. Donc, les messages se perdaient un peu, mais on essaye. Avant, on répondait à tout et on s'engageait de répondre à tout, mais aujourd'hui, on s'y engage plus et on peut plus le faire. C'est compliqué, on teste des choses d'automation un peu, surtout en inbox. Et ça marche plutôt bien. Par contre, si je dis pas de bêtises, sur TikTok, il n'y a pas de message privé, hormis si la personne vous la suivez. Donc, du coup, c'est plus simple à gérer. Okay. On parle très très peu sur TikTok. D'accord, ouais. Ok. Je veux peut-être encore terminer sur TikTok et te poser encore une ou deux questions là-dessus. Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, surtout que j'ai l'impression que tu es bien impliqué là-dedans, en tout cas, tu vois ce qui se passe, tu connais les contenus qui sont publiés. C'est quoi pour toi les points communs des contenus qui ont le mieux performé pour vous, à la fois en termes de reach, donc le nombre de personnes que vous avez touchées, et je dirais même aussi de vente, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup à quel est l'impact de TikTok sur vos ventes. Donc, si tu peux nous en dire plus là-dessus, ce sera intéressant, parce que tu as de l'expérience. Bon, les premières secondes sont clés. TikTok, c'est un coffre-fort à contenu et tu sais que si tu scrolles moins de 5 fois, tu sais qu'il y a au moins une vidéo qui va t'intéresser. Donc, si t'es pas hyper pertinent, tu peux être sûr que ton utilisateur, il va te swiper direct parce qu'il peut savoir que derrière, il va y avoir une vidéo plus drôle, plus fun et plus intéressante. Donc déjà, l'importance des premières secondes, elle est clé. Et par exemple, dans la manière dont on a monté Rainbow Studio, alors c'est pas nous qui l'avons inventé, Brut le fait, tout le monde l'a fait, mais c'est vraiment de toujours envoyer une punchline très forte au démarrage, avant d'envoyer un jingle, avant d'envoyer quelque chose. Trop fort. Ça, c'est la base. Il faut venir donner envie de rester et de regarder. L'authenticité, je pense que c'est clé. À chaque fois qu'on a fait des choses qui étaient trop montées, trop léchées, trop designées, ça a pas monté, ça a pas marché. Et c'est génial parce que ça coûte moins cher à produire, donc on est content. Mais voilà, tout ce qu'on a fait en post-prod, la post-prod, c'est pas quelque chose que TikTok aime. Ils aiment le montage dans TikTok, ils aiment le montage avec les outils TikTok. Donc je pense que il faut pas avoir 3 personnes en vidéo pour pouvoir faire des bons TikTok. Nous, on a fait le choix de faire Rainbow Studio, pas à l'iPhone, parce que c'est des créateurs de contenu. Il y en a, c'est des stars qui ont des millions de followers et on voulait leur garantir une image, une lumière qui était parfaite, mais c'est pas impossible de lancer un média avec un iPhone. Voilà, c'est un peu mon avis. Donc voilà, le début et après c'est l'authenticité, c'est super important et je pense que
je pense que le format est aussi intéressant. Ça sert à rien d'être trop long. Ça sert à rien ça sert à rien d'être trop long. On va dire que pour moi, plus c'est court, mieux c'est sur les réseaux. Voilà, c'est hyper important, que ça soit un texte, une punchline, que ça soit une interview, que ça soit une blague. Enfin, ça va vite. Sur TikTok, ça swipe vite, quoi. La moyenne d'un swipe moyen sur TikTok, c'est moins de 2 secondes. Donc, ça va très vite, ouais. Tu peux pas faire une vidéo trop longue. Exactement. Mais par contre, pour les vidéos du Rainbow, elles sont en combien de minutes? On a fait plusieurs formats. Justement, on a testé, on a toujours une première capsule qui dure moins d'1 minute 30 et après on a des formats plus longues. Puis TikTok a un peu ouvert les vannes sur les formats des vidéos. Oui, jusqu'à 10 minutes, ouais. Voilà, on monte sur des vidéos pas de 10 minutes, mais sur du 5-6 minutes. Okay. Mais c'est rare. En général, les grands formats qu'on poste, ils sont plutôt entre 3 et 4. D'accord, intéressant pour ceux qui veulent faire un média sur TikTok. Et du coup, ce que je voulais te demander avec le Rainbow Studio, c'est qu'il y a du contenu que tu as sur le studio Rainbow que tu vas pas remettre sur le compte TikTok, ce qui fait sens que ce sont 2 comptes séparés. Par contre, tu me disais tout à l'heure que tu les remets, enfin en tout cas les contenus qui ont du sens pour votre compte Instagram, vous les remettez sur Instagram. Donc vraiment, c'est du recyclage. Et ces contenus-là, j'ai vu qu'ils font parfois des dizaines de milliers de vues. Aujourd'hui, quel a été l'impact de cette stratégie-là sur votre compte Instagram, sachant qu'aujourd'hui, je termine ma question, mais que sur Instagram, c'est plus dur d'avoir de la visibilité quand tu fais des push produits ou d'autres contenus, on va dire, organiques qui marchaient bien habituellement. En fait, on s'est dit qu'on avait des superstars qui venaient au bureau pour parler sur TikTok et on leur demande toujours leur autorisation de dire est-ce qu'on peut pusher ça sur notre Instagram et on nous a jamais dit non. Parce que on fait pas la promotion de nos produits, on vient de parler de choses qui parlent d'eux et qui fait plutôt la promotion d'eux d'ailleurs. On l'a fait parce qu'on a envie que notre feed Instagram et que notre univers, il parle pas que de produits cosmétiques et de nos super formules, mais qui viennent de parler d'autres sujets intéressants. Donc on s'est dit, ça a commencé par une vidéo qui a bien marché sur Instagram. C'était un garçon stupide qui parlait de son coming out et on s'est dit c'était Pride Day, on s'est dit bah tiens, ici on prenait cette vidéo et qu'on la mettait sur Merci Andy, ça a hyper bien fonctionné, timing c'est important. Voilà, et timing important dans l'actualité et du coup on a décidé de une fois par semaine un minimum mettre les top sellers, les top viewers de TikTok, les mettre sur notre Instagram. Et oui, ça nous offre beaucoup de visibilité, énormément d'impressions. On cross-poste parfois aussi avec les créateurs de contenu. Donc c'est trop cool. Très bonne idée. Et sur Instagram, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'était j'ai vu que vous avez aussi pas mal de concours. Est-ce que ça, c'est une stratégie que vous trouvez payante encore aujourd'hui? Non. Pour des lancements, même pas? Non. Okay. T'imprimes beaucoup moins qu'avant sur un concours. Nous, en 2021, on faisait un concours, les premiers concours, janvier, février 2021, on montait à 15-20 000 commentaires. Voilà. Aujourd'hui, on tourne plus entre 5 et 7, 8 000. Non, je trouve que les concours, c'est bien parce qu'on adore faire des cadeaux. La réalité, c'est qu'on adore faire des cadeaux, on nous le demande beaucoup et c'est pour ça qu'on continue de le faire. Ça va être je sais pas, on est généreux, j'en sais rien, mais en tout cas, on recrute plus quand on fait des concours. En tout cas, tout seul, on recrute très peu. Okay. Non, quand tu fais avec des marques en cross-post, oui, là, tu recrutes et là, c'est encore intéressant. Mais ton concours tout seul dans le coin, c'est vraiment pour faire kiffer notre communauté et c'est pas du tout dans une optique de la grossir. C'est plus dans l'engagement. Mais d'ailleurs, tu disais que vous êtes monté jusqu'à 400 000 followers fin 2019 sur Instagram. Aujourd'hui, vous êtes à 490, 470, je pense. Ouais, il y a une grosse purge en 2020. On a perdu, je pense, 30-40 000 followers. Mais c'est clair que notre courbe, elle est comme ça. D'accord. Quand avant, elle était comme ça. Ça grossit beaucoup moins vite. Tu parles de purge, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais tu sais, il y a eu, je crois que c'était fin 2020, au début 2021, un peu comme il y a eu sur Twitter récemment, il y a eu, il y a une grosse vague de tous les bots, des choses qui s'étaient abonnés à toi, et tant mieux, parce que moi, le nombre de followers, c'est le dernier truc qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est l'engagement. Pour moi,
les followers, c'est de la vanity métrique. Tu peux en avoir, hein, tu payes des concours, tu vas appeler Léna Situation, tu fais un chèque et tu lui dis on fait un concours ensemble et paf, tu vas gagner 120 000 followers. Léna ou d'autres personnes très très bien, hein, mais pas d'engagement, pas d'engagement après quoi. Peut-être, mais en tout cas c'est hyper risqué. Il y en aura peut-être de l'engagement, mais en tout cas la clientèle, jeux concours partout, faut s'en méfier. Ouais, je comprends totalement. Et on termine cet épisode avec Mindology, qui est une marque de compléments alimentaires qui a su s'imposer comme un allié précieux pour accompagner les femmes pendant la ménopause. Dans cet extrait, la cofondatrice Léa Philippot nous dévoile comment l'organique joue un rôle clé dans leur succès grâce à une stratégie SEO très poussée avec des articles de blog informatifs et engageants conçus pour éduquer et attirer leur audience cible. Elle explique également comment rédiger des articles optimisés SEO grâce à l'intelligence artificielle, comment créer un maillage d'articles complémentaires et comment maximiser leur impact pour alimenter leur vente en retail. On parle aussi de leur stratégie emailing avec lesquelles elles arrivent à transformer des leads en clients via des challenges. Donc c'est une belle combinaison de digital et de retail pour maximiser leur impact et leur croissance. Voilà, je vous laisse écouter ce dernier extrait et j'espère que ça vous plaira. Et dans le digital, comment vous attirez ces personnes-là dans la ménopause ? Sur le digital, surtout nous, notre objectif vraiment, c'est le retail. Donc, je pense 70% de notre énergie est sur le retail. Donc, on voit vraiment le digital comme étant un quick win. C'est nécessaire pour aussi amener du trafic en retail, dans les pharmacies. Mais on met pas notre énergie dessus. Donc, comment on fait pour mettre peu d'énergie, mais avoir maximum résultat? Donc, on a eu deux grosses stratégies sur ça. La première, c'est faire des articles, donc beaucoup de SEO, beaucoup de trafic organique. Donc, pour te donner une idée, on publie 4 articles par semaine. Là, on a fait 180 articles, je crois, en 8 mois. Donc, pas mal d'articles. Et on double notre trafic sur le site. Depuis maintenant, ça fait 4 mois qu'on double le trafic sur le site grâce à l'organique. Okay. Tu le doubles ou je n'ai pas bien compris? Non, tous les mois maintenant, on le double. Et ça fait 4 mois qu'on mesure ça et on le double tous les mois maintenant. Donc, pour le coup, ça prend vraiment bien. Mais ça a mis un peu de temps à prendre. Tu vois, ça a mis quand même entre 3 à 6 mois à vraiment se déclencher le SEO. Moi, ça m'intéresse peut-être qu'on creuse un peu cette partie-là sur le SEO. J'ai l'impression que vous êtes très très fort en temps organique de manière générale. Donc le SEO, 180 articles en 4 mois, comment vous avez fait ça? Ça m'intéresse. Alors, ouais, c'est un gros sujet, hein. Donc je te disais, on avait recruté 2 alternantes aussi pour nous aider sur le retail. Donc chacune écrivait un article par semaine. Avec Agathe, chacune un article par semaine. Et voilà, l'objectif c'était de tenir cette routine-là. Et de publier souvent. La difficulté qu'on a eue, pour être très honnête, c'est qu'en fait, on a commencé par faire des articles très informatifs, donc vraiment partager de l'information sur la ménopause. Okay. Par exemple, quelles sont des recettes pour limiter les bouffées de chaleur, des recettes pour le réveil nocturne, ou alors c'est quoi la préménopause, c'est quoi la post-ménopause. Voilà, parler des différentes phases de la ménopause. Qui sont en fait des articles qui sont très consultés, qui amènent beaucoup de trafic, mais qui amènent peu de conversion. On le sait, c'est toujours comme ça. C'est top of the funnel, c'est ancré l'awareness. Ouais. Et là, tu ressens que c'est un truc qui m'a... Enfin, est-ce que vous observez, par exemple, j'adore ce sujet-là, que des personnes vont s'inscrire à votre newsletter ou faire des diagnostics. Ou diagnostics. Là, comment vous arrivez à mesurer cette consommation? Voilà, alors oui, du coup, on avait beaucoup de diagnostics qui étaient faits. On avait des inscriptions sur la newsletter. Donc ça je vais t'en parler, c'est le deuxième gros canal qu'on a sur le digital. Mais le souci qu'on avait, c'est que on n'avait pas en fait d'articles de conversion. Et donc on a des mentors aussi qui nous aident sur ça, sur le SEO. Donc on a commencé à faire des articles vraiment conversion. Donc top 10 des compléments alimentaires ménopause, top 5 infusions à base de sauge, ce genre d'articles plutôt end du funnel qui vont permettre de convertir plus. Donc là c'est ce qu'on commence à faire pour aussi mieux convertir tout ce trafic qui arrive, mais qui fait que s'informer en fait. Et donc on n'avait pas forcément de résultats concrets derrière. Donc ça c'était très difficile. Et sinon le deuxième canal, c'est que donc tous ces diagnostics et ces emails, ces leads générés par l'organique, on va ensuite leur proposer des challenges. Donc on a des challenges par mail. Par exemple, un challenge qui est sur le sommeil, qu'on a identifié dans le diagnostic si on a une personne qui a la ménopause mais des réveils nocturnes très souvent et que c'est vraiment le cœur du problème. On a un challenge sommeil qui dure 2 semaines et dans lequel en fait on pousse toute la partie média de notre marque. Donc on va pousser une vidéo par jour et donc ça permet d'avoir un vrai suivi au quotidien pendant une durée déterminée où tu t'engages finalement à faire une petite vidéo de 10 minutes par jour pour ton sommeil. Donc ça peut être du yoga, ça peut être de la sophrologie, on a de l'hypnose, on a aussi un psychiatre du sommeil qui s'appelle Patrick Lemoine
qui fait toute une routine sur l'hygiène du sommeil, donc qui t'apprend à comprendre ton rythme circadien, les petites astuces que tu peux avoir pour faciliter ton rythme circadien. Par exemple, baisser la luminosité de ton appart le soir avant de te coucher, le fait de manger léger, de prendre une douche fraîche avant de dormir. Ce genre de routine en fait assez simple, mais qu'on connaît pas forcément et qui peuvent être testées avant d'aller prendre un somnifère ou un anxiolytique. C'est ça l'objectif. Donc d'avoir une hygiène voilà, très saine sur le sommeil et dans laquelle au bout d'un moment on finit par pousser les produits. Et vous avez combien de challenges comme ça? On en a 2 ou 3 du coup? On en a 3. Ouais, en fait, ça dépend aussi des différents flots du diagnostic. On en a un sur la ménopause, on en a un sur l'anxiété et un sur le sommeil. Mais c'est à chaque fois ménopause, ça va plus parler des bouffées de chaleur et plus une personne qui a des besoins sur l'information autour de la ménopause. Donc ça veut dire qu'elle va vraiment cocher plusieurs symptômes liés à la ménopause dans le diagnostic. Et sinon, les flots sommeil et les flots anxiété, on est à la fois sur des femmes ménopause qui ont coché vraiment problématique principale sommeil, ou alors d'autres personnes qui n'ont pas forcément la ménopause mais qui veulent de l'information sur le sommeil. Donc ça, c'est aussi petit à petit, on va de plus en plus vers la ménopause, mais on a quand même cette ancienne audience qui va chercher des conseils sur les insomnies ou l'anxiété. Ok, j'adore. Et les challenges, ça dure combien de temps? Ça dure 2 semaines. On en a fait un de 3 jours, mais ça marchait pas bien. Je pense 3 jours, c'est trop court. Okay. Donc 2 semaines, c'est assez long. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir finalement une petite routine où tous les jours, tu fais 10 minutes avec Mindology. Donc en fait, on devient un peu top of mind, c'est le but. Top of mind sur la gestion de ton plus gros problème du moment. Donc si c'est l'anxiété, ou alors les insomnies, les bouffées de chaleur. Donc ça, c'est vraiment ce deuxième canal. Donc on a le SEO organique et puis ensuite les canaux via les challenges sur la conversion des leads en fait qu'on fait sur tout le trafic organique. Le trafic organique. Et est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée sur 100 personnes qui vont participer à un challenge, plus ou moins combien vont finir par acheter un produit à la fin? Est-ce que tu as déjà? Ouais, aujourd'hui je vais te dire à peu près 2 sur 100, donc c'est vraiment très peu. En fait, sachant que ça se nurture dans le temps. Donc tu vois, c'est pas forcément au bout de 2 semaines que tu vas acheter. Au bout de 2 semaines, j'en ai 2 en moyenne. Tu vois, si je prends à peu près les chiffres qu'on a. Par contre, tu vois, ensuite on continue. Il y a des flots d'emails qui continuent, qui sont moins réguliers, parce qu'on veut pas non plus spammer. Mais on continue à revenir dans ta boîte mail souvent. Donc l'objectif, c'est aussi que tu convertisses par la suite. Et pour un panier moyen de combien? Une LTV de combien? Juste pour faire un ordre. Oui, le panier moyen, c'est 65 €. Et la LTV, c'est celle que je te partageais avant. Du coup, c'est 200 € pour tout le monde et 400 € sur les femmes ménopausées. Ok. Bah, franchement, je te dis, conseil de pro dans l'acquisition, regarde combien ça te coûterait de récolter un email pour des challenges. Ouais, il faut que j'en investisse plus. 50 € pour avoir 100 emails, ça peut être intéressant. Complètement. Là, aujourd'hui, avoir un email, quand c'est juste pour un challenge, ça me coûte 1 €. Tu vois, donc c'est rien du tout. mais comment? Tu l'as déjà fait, du coup, des campagnes comme ça? Ça, j'en ai fait une, on a testé. Mais en fait, le sujet, c'est que derrière, on avait des personnes qui n'étaient pas très engagées. En fait, c'est mieux quand c'est organique parce qu'elles sont beaucoup plus engagées derrière. Donc, j'avais une moins bonne conversion quand je faisais de l'acquisition à 1 € d'un email. Donc, on a testé juste un peu comme ça, mais c'était pas assez ciblé finalement. Il faut faire attention au ciblage, comme toujours. C'est vrai, quand tu fais la génération de leads, il vaut mieux être plus ciblé que trop large. Comme ça, tu n'as pas des emails qui coûtent trop peu cher parce que Facebook pense que comme ça coûte pas cher, bah c'est bien. Tu vois, donc, Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, l'organique, c'est ce qui marche le mieux. Parce qu'en fait, tu as déjà une crédibilité via Monoprix ou alors une crédibilité parce que tu as lu des articles pour t'informer sur la ménopause. Donc, en fait, on a une audience qui est déjà beaucoup plus intéressée par notre projet, notre produit. Que l'acquisition sur un challenge sommeil, par exemple, que je vais faire sur Meta, par exemple. Et ça vous fait combien d'emails là comme ça avec tout ce trafic organique? Ça fait combien d'emails, si je peux me parler? Bah, du coup, ouais, là, c'est plutôt des chiffres où je vais pas forcément, parce qu'on peut vite remonter au chiffre d'affaires. Donc là, je partage pas forcément. Ouais. Mais bon, voilà. Ok. Et du coup, pour revenir sur le SEO, comment tu identifies les sujets en fait, à aborder dans votre blog? Alors, comment on identifie les sujets? Déjà, on va regarder les mots-clés. Donc ça, on était accompagnés, on a fait un audit SEO, donc je recommande quand même parce que c'est une expertise qui est complètement différente et il vaut mieux être accompagné par un expert, sinon c'est assez long. Donc on a identifié les mots-clés sur lesquels il fallait se positionner. Donc là, c'est simple, on essaye de faire des trames, donc un article un peu, mais prenez tes conseils, hein. Un article un peu master article sur lequel il y a en fait comme une araignée, tu vois, qui va amener vers d'autres mini-articles qui vont détailler plus chacun des points. Donc par exemple comprendre, tu vois, le cycle de la ménopause. Bah du coup sur la partie préménopause, on va avoir un lien vers des recettes sur la préménopause, par exemple dans ce gros article. Donc avoir des master articles qui vont amener du flux en fait à d'autres petits articles et qui du coup vont nous référencer sur des mots clés.
Ça, c'est la grosse stratégie. Et ensuite, il y avait simplement parler avec nos consos. On appelle chacune 3 clientes par semaine avec Agathe, vraiment pour faire des calls plus quali, plus longs, donc pour comprendre les problématiques. Et donc là, c'est les questions qu'elles ont qu'on va utiliser pour les articles, qui sont en fait en général des questions que tous nos clients ont. Donc c'est assez pertinent d'avoir un article dessus qu'on peut ensuite pousser en newsletter. Et le but, c'est aussi de récupérer des contenus, quoi. Si t'as un article, tu peux faire un post, tu peux faire. C'est d'ailleurs ce que je recommande quand on n'est pas beaucoup dans une équipe, c'est une fois que t'as un contenu qui est écrit, tu fais un post LinkedIn, tu fais un post sur Insta, et tu récupères aussi en newsletter. Oui, c'est clair. Non, il faut faire plus avec moins, on va dire. Voilà, exactement. Ce que tu dis, en tout cas, niveau strat, pour trouver des idées, parler à tes clients, c'est ce qui marche le mieux généralement. Après, tu as toujours les outils de SEO. Je sais pas si tu utilises certains pour, tu tapes un mot-clé ménopause et tu vois quels sont les autres mots-clés qui sont tapés plus de ça. Donc, ça peut aider. Et l'audit SEO, pour bien comprendre, c'était quoi l'idée derrière cet audit? Donc, vous avez déjà des articles ou c'était plutôt... L'audit SEO, c'était au tout départ. Vraiment, alors pour le coup, je pense que ce serait intéressant d'en refaire un maintenant pour voir les articles. Alors, on mesure un petit peu les articles, les top articles qui ont marché. Donc voilà, c'est quand même important aussi de voir quels sont ceux qui nous amènent le plus de trafic aujourd'hui. Mais l'audit SEO, c'était au tout début pour essayer de se positionner et voir quels étaient les articles qu'on pouvait rapidement concurrencer, qui étaient déjà bien rankés et qu'on pouvait concurrencer. Par exemple, un top 5 complément alimentaire, nous on a fait un top 10 complément alimentaire ménopause. Voilà, ce type de logique assez quick win finalement où on va se mettre notre énergie rapidement. C'est-à-dire, excuse-moi de t'interrompre, c'est que tu avais déjà l'article top 5 et puis après vous l'avez amélioré en top 10 parce que vous sentiez qu'il avait déjà un potentiel et était en train de remonter dans les résultats. Okay. Ou alors ça aussi on le fait. Donc on va regarder un article qui est déjà bien consulté pour l'améliorer, voilà, lui apporter plus d'informations dessus. Ouais. Mais au tout départ, l'audit SEO qu'on a fait, c'était avec une experte SEO. Et qui nous a dit, voilà, par exemple, cet article-là, il amène beaucoup de trafic sur ce site. Enfin, en tout cas, il est bien ranké sur Google. On ne sait pas s'il amène du trafic, mais il est bien ranké. Du coup, vous pouvez essayer de vous positionner mieux que cet article-là, ou en tout cas avoir un article qui est à peu près similaire, puisqu'il est déjà bien positionné. Mais après, prenez de tes conseils aussi sur ça. Ouais, mais en fait, je te pose la question parce que j'entends souvent que déjà, quand tu as des articles, c'est bien de les améliorer, de mettre plus de contenu, de les mettre à jour. Ils ont un certain souvent. Ouais. Mais c'est bien aussi pour les mots-clés où il y a des gros volumes de recherche et où il n'y a pas forcément une grosse compétition, d'aller voir en fait ceux qui ont écrit les meilleurs articles là-dessus et faire mieux qu'eux. Donc, voilà, c'est ça. Que tu fais un top 10. Je pense que c'était ça notre première stratégie. C'était vraiment de se dire on va faire mieux que les articles qui sont déjà bien rankés sur Google. On va faire un article qui est encore plus complet. Et finalement, c'est ce qu'on a fait sur notre première, on va dire les premiers 3 mois, on a fait ça. Après, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui marchait le mieux et ensuite on a essayé de faire, tu vois, cette logique en araignée, je sais pas comment ça s'appelle, mais d'avoir vraiment un master article et ensuite tu le relis à plein de petits articles. Ouais, moi dans ma tête ça s'appelle des topic clusters et je pense que l'article, le master comme tu dis, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. En gros, c'est un gros article dans lequel tu fais des liens avec un petit article, mais ça va être généralement du flux. Le sur la ménopause ou etc. Tout savoir. Voilà. Mais ça amène du trafic finalement. Mais encore une fois, toute la question, c'est comment tu convertis ce trafic avec des articles de conversion. Et là, c'est un peu notre dernier sujet, de faire des articles plus de conversion aussi. Parce que là, on informe beaucoup. On est toujours cette marque média, avec cet enjeu-là important d'informer. Ouais. Mais nous aussi, on a besoin d'avoir une conversion de ce trafic-là. Donc là, de vraiment travailler sur la partie article de conversion. Okay. Donc la fin du funnel, la fin du parcours client. Donc ne parlez pas à une personne qui se demande la ménopause, est-ce qu'il y a des symptômes, mais à une personne qui se demande la ménopause, quelles sont les plantes qui sont efficaces, par exemple, pour les bouffées de chaleur. Voilà. On peut en effet parler de vos huiles ou d'autres. Voilà. Et justement, dans les articles, est-ce que vous parlez directement est-ce que vous mettez des liens vers les produits, est-ce que vous mettez des liens justement vers un diagnostic, comment est-ce que vous faites des call to action? Alors, ça dépend. Si c'est un article plus d'information, on va plutôt faire le diagnostic. Okay. Et si c'est un article de conversion, plutôt les produits. Je pense que ça, c'est plus... ça dépend du contenu de l'article, en fait. On ne veut pas pousser forcément direct les produits, puisqu'en fait, ça marche pas forcément et ça peut enlever de la crédibilité aussi à l'article. Non, mais j'allais dire, c'est que ton call to action va dépendre un peu de la place de ton article dans le tunnel de conversion et c'est bien que voilà. En tout cas, vraiment intéressant. Petit à petit, on apprend encore, mais petit à petit, on en tire un peu des apprentissages aussi, quoi. C'est une super stratégie, vraiment. Je vois que les questions techniques que je te pose, on voit que tu maîtrises méga bien le sujet et que c'est déjà... Alors, on est accompagné. Moi, je maîtrise pas encore très bien, et d'ailleurs, je recommande d'être accompagné sur le SEO parce que c'est un gros sujet. On peut se former, mais c'est bien de se former avec quelqu'un qui s'y connaît, quoi. D'accord. Donc, vous avez une consultante ou un consultant qui chaque mois, en fait, fait le point avec vous sur les articles à produire. Alors, on prend tous les trimestres maintenant, mais du coup, pour l'instant, on a juste fait un gros audit, et là, c'est plus
des idées, surtout sur la suite. On est encore en train de se dire, on va donner beaucoup d'énergie sur les articles, faire beaucoup de contenu, et ensuite on analysera tout ça. Donc on commence un peu à analyser ce qui marche bien, on les voit, et du coup on fait des articles un peu, des articles, tu vois, sous catégorie d'un article qui marche bien, ce genre de choses. Mais on n'a pas refait un audit encore sur exactement les performances, les nouveaux mots-clés sur lesquels se positionner. J'ai pas refait encore un full audit. Ok, j'ai compris. Alors, je regarde si j'ai d'autres trucs sur la partie SEO, mais je pense que c'était bon pour moi. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que tu veux. Mais aujourd'hui, tu vois, l'organique, enfin, on va dire toute cette acquisition organique, plus les canaux d'acquisition par l'email, on va dire que ça fait la moitié de notre chiffre d'affaires et le reste, c'est le retail. Donc, tu vois, on est très dispatché, même si pourtant notre énergie, elle est beaucoup plus sur le retail. Le digital commence aussi pas mal à prendre par le SEO, qui est en fait une façon de le faire marcher un peu sans notre énergie, à part sur les articles, ça nous demande du temps. Mais à part ça prend un peu tout seul. Et t'estimes à combien de temps, justement, le temps que ça va prendre de faire d'écrire des articles de SEO, si tu comptes ton temps à toi, celui d'Agathe, celui de vos alternantes? Ah oui. Du coup, je pense une journée par semaine en tout. Donc, c'est quand même pas mal, mais tu vois, c'est pas full énergie non plus sur le SEO. Donc, c'est une journée par personne ou pour tout le monde? Non, tout le monde. Tu m'as dit toute l'équipe, en tout, si on cumule, on doit mettre à peu près tout ensemble une journée par semaine. Franchement, donc moi, tu vois, ça doit me prendre 3 heures d'écrire un article à peu près, ouais. Après, ça dépend si j'ai l'idée, si j'ai déjà ma trame, ça dépend un petit peu. Il y a peut-être Ça, si tu veux, comment est-ce qu'on écrit un bon article SEO? Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus? Sur comment tu... En fait, pour moi, je sais pas, mais c'est plus ce que m'a dit notre experte en SEO, c'est plus d'abord d'avoir des titres. Donc l'important, c'est d'avoir tes H1 qui sont positionnés sur tes mots-clés. Donc de répondre aux problématiques. Donc là, c'est assez simple aussi pour trouver tes H1. C'est de taper la question sur Google et voir les différentes questions qui ressortent pour avoir tes titres. Donc ça, on part des titres. Donc une fois qu'il y a la trame, ensuite, c'est vraiment déroulé. Donc il faut avoir au moins 2000 mots. On essaie de faire ça dans nos articles. 2000 mots, ok. C'est bien. Si tu fais 2000 mots en 3 heures, c'est bien. Voilà. Après, j'utilise aussi ChatGPT un petit peu pour avoir plus de contenu. Et derrière, on remixe avec nous les informations qu'on a. J'utilise aussi beaucoup les vidéos qu'on a avec nos experts, puisque ça me permet de créer du contenu et d'avoir de l'advocacy aussi auprès d'un expert. Et ça permet aussi de parler d'un expert qui nous a aidés. Donc parfois, j'envoie un lien sur le Doctolib de l'expert ou des choses comme ça. Mais non, l'objectif là, c'est vraiment d'avoir un contenu qui est à la fois dense et en même temps pertinent. Donc il faut faire de la densité avec ChatGPT, je pense, et derrière retravailler avec nous ce qu'on sait sur la ménopause et ce que disent nos experts. Ah ben comme on le sait, on peut pas faire un copier-coller de ce qu'a dit ChatGPT. Voilà. Déjà on peut pas, et puis même ça n'aurait pas de sens. Il faut du storytelling derrière et des retours. Et ChatGPT, comment est-elle là-dessus? Est-ce que tu as juste est-ce que tu as des exemples à donner là-dessus? Ah là pour le coup je vais taper donne-moi 10 recettes pour la ménopause, voilà. Et après je retravaille, j'essaie de voir quels ingrédients on va choisir, j'explique pourquoi ces ingrédients là sont bien, mais pour le coup on l'utilise vraiment comme accélérateur de recherche sur l'écriture des articles. C'est ça que j'allais dire, c'est vraiment puissant. Ok, d'accord. C'est même bien, je pense, pour tester des titres ou lui demander, 10 angles différents pour les titres. De reformuler un titre. J'ai jamais pensé de le faire comme ça. Je prends vraiment les questions sur Google, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de challenger aussi la formulation d'un titre. Pour bien comprendre, quand tu dis les questions sur Google, c'est quand tu tapes par exemple recette ménopause, tu vas voir les questions fréquemment posées, c'est ça? Et tu regardes. Oui, ou je tape quels sont les ingrédients pour réduire les bouffées de chaleur, et du coup on a en général pourquoi est-ce que la sauge est un bon ingrédient pour les bouffées de chaleur, pourquoi est-ce que tu vois, donc en fait c'est les questions, les top questions Google là, tu les as souvent quand tu tapes une question. Ouais. Ok, et ça t'aide à trouver des idées d'articles, ou alors ça t'aide aussi H1. Ça m'aide à trouver les deux, mais ça m'aide surtout à trouver les titres de mes articles pour qu'ils répondent à ces questions-là. Ça, j'ai vraiment entendu, c'est intéressant comme type. Ok. Je sais pas si c'est une bonne astuce, mais on a déconseillé de faire ça. Et du coup, l'objectif, c'est un jour d'avoir ces questions-là et d'être dans la réponse. Ça, c'est génial. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant, ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne vous prend que 2 minutes et ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.